créer l'exceptionnel, il faut d'abord embrasser l'impossible. L'impossible. Si on m'avait dit quand j'étais jeune qu'un jour, je m'associerais aux géants du gaming, comme Ubisoft ou Square Enix, que je collaborerais avec tous les artistes internationaux qui ont travaillé sur Harry Potter, Game of Thrones, Star Wars, j'y aurais jamais cru. Bonjour à tous, je me présente. Je m'appelle Schlagoussami. Je suis entrepreneur, producteur de jeux vidéo depuis 2012 et je suis un véritable geek. Et je dis que je suis un véritable geek parce que je suis fan de jeux vidéo, fan de manga, mais surtout, je collectionne des cartes Magic et Pokémon depuis que j'ai l'âge de 9 ans. Et j'ai jamais arrêté. En 2020, je me suis rendu compte d'une réalité frappante. Le marché du jeu vidéo est saturé. Il existe des millions de jeux vidéo. Le marché du jeu vidéo, c'est 200 milliards, 3,5 milliards de joueurs, mais seul 1% d'entre eux génèrent l'essentiel des revenus. Ayant produit plus de 60 jeux vidéo ces 10 dernières années, et me rendant compte que le marché est devenu de plus en plus complexe, sortir un énième jeu n'était pas la solution. En réalité, quand on y pense, combien de jeux vous ont réellement marqué aujourd'hui ? Il y a trop de choix, la durée de vie, elle est tellement courte. Étant fan de sagas comme Pokémon, Final Fantasy, des sagas comme Mario, je me suis dit que si je voulais laisser ma trace, il faudrait que j'arrive à créer quelque chose d'unique, quelque chose qui puisse faire vibrer les gens, les faire fédérer et surtout perdurer dans le temps. C'est comme ça qu'elle est venue, cette idée de créer une propriété intellectuelle qui mettrait à profit toute mon expérience dans le gaming et dans l'audiovisuel. J'avais l'idée, mais il fallait se lancer. Et se lancer, ça fait peur. Un peu comme quand je suis arrivé ici tout à l'heure. Et je dis toujours que l'appréhension de la peur, c'est pire que la peur elle-même. L'appréhension de la peur, elle tétanise, elle paralyse, et elle rend impossible aucun mouvement, aucune action. Par contre, la peur, une fois qu'on l'affronte, elle s'efface. Et c'est exactement cette peur qu'il a fallu que je surmonte pour contacter des écrivains et leur proposer mon projet. Pour réaliser une propriété intellectuelle, il faut des écrivains, et donc j'ai commencé par chercher des auteurs, et le premier à avoir rejoint l'aventure, cette aventure qui allait mêler la science-fiction et la fantasy, c'est Arnaud Dolène, un scientifique de formation qui a travaillé sur le projet Persévérance, donc le robot qui a été envoyé sur Mars. Rien que ça, le nom Persévérance, pour moi, c'était un signe. Arnaud Dolène, écrivain talentueux, un grand potentiel, une imagination débordante, mais surtout une humilité hors norme. J'avais ce premier écrivain, mais il m'en fallait un deuxième. Un écrivain qui soit reconnu par ses pairs, avec une grande expérience. Qui d'autre de mieux qu'Alain Damasio pour incarner ce rôle ? J'ai donc demandé à mon réseau, qui était à une poignée de main d'Alain. Ça a été dur, long, ça m'a pris 2 mois, mais j'ai eu un rendez-vous. Lors du premier échange, je demande à Alain, « Écoute, j'aimerais que tu puisses lire ce roman et me donner ton avis sur l'œuvre. » Il me dit, « Mais ça va pas, non. M'infliger 600 pages d'un débutant, jamais je ferais ça. » Je ne me suis pas arrêté au nom. Je n'ai rien lâché. Et 1 mois plus tard, on s'est retrouvé chez Alain. Il avait préparé 300 diapositives. Je vous la refais. Non, 300 diapositives. Pendant 4 jours, on a travaillé sur l'œuvre, on a travaillé sur le roman, on a travaillé sur comment on pouvait l'améliorer. Et pendant ces 4 jours, Arnaud a pris des notes. Alain, au bout de ces 4 jours, lui dit « Mais quoi, tu réponds pas ? T'as pas d'ego ? T'as pas d'ego d'auteur ?» Arnaud qui le regarde et lui dit « J'ai pas 1 seconde à perdre. Je peux pas te répondre. J'ai trop à apprendre. » 1 mois plus tard, Arnaud remet ce manuscrit à Alain qui se rend compte que le potentiel est là. Alain me propose de réunir 4 autres écrivains talentueux pour pouvoir l'aider dans cette œuvre. À la base, c'était prévu pour 1 tome. Tous ces écrivains étaient prévus juste pour 1 seul tome. Mais au fur et à mesure de notre relation, au fur et à mesure de nos échanges, ma passion les a contaminés. Elle s'est propagée à tous les écrivains. Je me rappelle qu'au début, Alain et Pablo Servigne ne voulaient pas engager leur nom, car en cas d'échec, ça pouvait nuire à leur réputation, ce qui est normal. Mais au fur et à mesure du travail, ils se sont tous engagés, non pas sur 1 tome, mais 7 tomes pour 10 ans. On l'a refait ? On était sur un nom à la base.
J'avais les écrivains, il me fallait de l'argent. Vous vous rappelez que tout à l'heure, je vous ai parlé que j'étais un geek, que j'aimais les cartes Pokémon? Figurez-vous que pendant 20 ans, j'ai gardé ces boîtes scellées. Et c'est ces mêmes boîtes que j'ai vendues et qui m'ont permis de lancer la machine. Et grâce à cet argent, j'ai pu contacter des artistes internationaux qui ont travaillé sur Harry Potter, Game of Thrones, League of Legends, Star Wars. Et au fur et à mesure, ils sont tous venus créer la Bible d'univers de ce projet. On avait l'équipe, on avait les artistes, on était lancés. Le concept était simple. On allait lancer chaque semaine un nouveau chapitre, gratuitement, et permettre aux gens de lire et découvrir notre univers. Tout d'abord en français, puis en anglais, en espagnol, en mandarin, en japonais. Le concept était assez simple. On avait trouvé une idée qui pouvait toucher tout le monde. On avait réussi à fédérer une communauté, on avait réussi à toucher des gens. On avait commencé par une centaine de personnes, puis 1 millier, puis une dizaine de milliers, puis 1 million de lecteurs sur les 2 tomes. Et c'est cette communauté qu'on a fédérée, qu'on a touchée, qui nous a permis de sortir le livre en physique. On est passé de digital à la version physique. Le tome 1 est sorti, le tome 2 sortira dans quelques mois. On était pas mal du tout. Ce n'était plus dans ma tête, c'était sur le papier. On avait créé un univers qui nous était propre, quelque chose qui était unique et qui allait nous permettre de sortir notre jeu. 1 an. 1 an, c'est le temps qu'il a fallu pour dépenser 1,5 million que j'avais. Les fonds étaient à sec et il fallait que je trouve du financement. Et surtout, que j'arrive à fédérer une équipe autour de moi. On parle souvent de la prise de risque et de l'audace. L'exemple qui va suivre, c'est un parfait exemple. Le 9 novembre 2021, je pense que la plupart vont oublier la date, mais le 9 novembre 2021, ça a été un tournant pour moi. Je me retrouve à Londres, et il faut savoir, c'est que moi je suis un entrepreneur, je n'ai jamais fait de levée de fonds dans ma vie. C'est nouveau. Levée de fonds, ce n'est pas quelque chose que je connais, et même si j'ai entrepris, lever des fonds, c'est un autre concept. Donc je me rends à un événement international avec pas mal de speakers, je connais personne, mais quand même je prends le temps de regarder la liste des panélistes. Et là, il y a un nom qui apparaît qui s'appelle Sébastien Borget, donc le fondateur de The Sandbox, le pionnier du métavers. Et on avait le même âge et je vois que c'est la personne à qui il faut parler. On avait le même âge, la seule différence entre nous, c'est que lui gérait une société à 4 milliards. Je le vois dans la salle, et là, la peur, comme tout à l'heure quand je voulais monter. Trop peur, j'y vais pas, t'es venu à Londres, vas-y, fonce. Je vais le voir, et je lui dis bonjour Sébastien, je me présente, je m'appelle Sani, je suis producteur de jeux vidéo indépendant, et je sais pas, est-ce que je peux te raconter un peu mon histoire? Il me regarde, il sourit, et il me dit vas-y, j'ai un rendez-vous qui vient de sauter, ben assis-toi. Et donc je lui raconte mon histoire comme je vous la raconte maintenant. Il me dit mais attends, mais c'est génial ton truc. Ce soir, j'ai un dîner investisseur, tu veux venir? J'ai dit oui. Je vais à ce dîner d'investisseurs, je connais personne, je prends mon téléphone et je montre aux gens avec mon PDF, voilà, c'est ça, voilà ce que j'ai fait. Et ils me regardent et je les vois qui... Ils acquiescent. Ce soir-là, j'ai récolté 3 millions d'euros en promesses de dons et plus de 50 introductions. 2 mois plus tard, j'avais levé 12 millions d'euros avec 70 investisseurs. Comme quoi, franchement, ça vaut toujours le coup de demander. Au pire, c'est un nom. Et je ne m'arrête pas au nom. Le plan, il était clair. J'avais 120 étapes qui étaient rédigées. 10 ans devant moi. Je savais exactement ce que je voulais faire. Mais j'avais un problème. Personne pour me suivre. Une des règles qui est super importante quand vous êtes entrepreneur, c'est de savoir vous entourer. Et de vous entourer des bonnes personnes. Mais moi, j'avais un gros souci. Mon projet était adossé à un mot un peu bizarre qui s'appelle la crypto. Et la crypto, ça fait un peu peur. Ça faisait 2 ans déjà que la crypto avait pris un essor qui était très important, mais il y avait eu beaucoup d'arnaques et beaucoup de scams. Et le simple fait d'en parler pendant les entretiens, les gens disaient non. Vous savez, en tant qu'entrepreneur, l'une des leçons que j'ai apprises dans ma vie, c'est la résilience. La résilience, c'est lorsque vous avez un but, que vous vous êtes fixé, ne jamais dévier, continuer à aller de l'avant et toujours avancer. Toute ma vie, elle a été résilience. Déjà tout petit, on m'a toujours dit la même chose. Tu n'y arriveras jamais, tu n'as pas les compétences. Je suis arrivé au collège, on m'a réorienté en BEP. En BEP, on m'a dit, tu n'y arriveras pas. On m'a même prédit un avenir où j'allais couper des bananiers. Plus tard, quand je suis arrivé dans le monde de l'intermittence et le monde du spectacle, on m'a dit, tu n'y arriveras pas, tu n'as pas les codes et tu n'as pas le réseau. Quand j'ai monté mon auto-entreprise, on m'a dit « tu n'y arriveras pas, c'est pas possible,
Le marché, il est saturé. Tu peux pas. Comment tu veux faire ta place? Quand j'avais ce rêve et que j'avais cette idée, on m'a dit, écoute, c'est impossible. Tu n'y arriveras jamais. C'est trop ambitieux. Qui va investir dans ton projet? Qui va mettre de l'argent? Vous savez, c'est ma passion. C'est cette passion que je suis en train de vous transmettre maintenant, qui a touché les gens. Rapidement, j'ai réussi à avoir mon cocon qui est présent ici. 15 personnes qui m'ont rejoint. De ces 15 personnes, on est passé à 40. De 40, on est passé à 70. Et ça s'est fait parce que ma passion a été contagieuse. Elle les a tous contaminés. Maintenant que je vous ai parlé de cette résilience, parlons des obstacles qui l'ont éprouvé. Parce qu'il y a quand même des obstacles. C'est pas si simple que ça. Quand on crée un jeu, c'est une complexité. Si on y rajoute un roman, un film d'animation, des produits dérivés, une série, là, et une technologie de pointe, on atteint une toute autre complexité. À côté de ça, on a des problèmes qui apparaissent, et ces problèmes ils vont arriver au fur et à mesure. Le premier, c'est l'ego. Comme je vous l'ai dit, on a commencé, j'étais tout seul, et la boîte elle a augmenté assez rapidement. Il faut gérer les êtres humains, trouver le moyen de les faire collaborer ensemble, leur donner une direction claire, la marche à suivre, les motiver, et garder tout le temps cet impact et cette impulsion pour qu'on puisse avancer. Et surtout, l'ego, faire en sorte que cet ego il soit mis en suspens, avec les artistes, avec les développeurs, que chaque personne arrive à rester à sa place. Le deuxième point, c'est la partie financière. 70 personnes, une start-up, on a beau lever de l'argent, c'est des coûts qui sont monstrueux. Et forcément, il faut que je sois toujours à la recherche de nouveaux fonds, parce que même si on génère de l'argent, on n'en génère pas assez. Le troisième point, c'est comment exister. Comment on fait pour exister? On reste un studio indépendant avec des monstres qui sont face à nous. En mars 2023, on sort notre app. Jusqu'à là, tout va bien. Sauf que les personnes qui sont face à nous mettent des budgets qui sont colossaux dans tout ce qui va être mots-clés, influence, ads. Et nous, forcément, il faut qu'on arrive à composer. Et comment on compose? On réduit le champ de géolocalisation. On va toucher la France, on va toucher le Japon, l'Angleterre, l'Espagne, mais on va réduire ça pour essayer d'augmenter, de maximiser le nombre de téléchargements. Pendant 23 semaines, on fait top 3 de l'App Store. Mais l'argent qu'on dépense est trop important sur une rétention qui est vraiment petite. C'est à ce moment-là en fait, qu'on se rend compte qu'il faut qu'on change de stratégie et qu'on mette notre communauté en avant. Ça va être mon quatrième point, votre communauté qui va vous aider, ça va devenir des ambassadeurs, ils vont créer du contenu, ils vont donner de l'impulsion au projet, ils vont poster sur les réseaux sociaux. On va créer un vrai lien entre nous et la communauté, un lien humain. On va faire en sorte que les gens se rencontrent. On va créer un championnat du monde. L'année dernière, il y a eu 2200 personnes qui sont venues à Marseille, avec 20 nationalités. C'est extraordinaire, ce lien et cette force que la communauté a apportée. Parallèlement à ça, avoir une communauté, c'est aussi la maintenir. C'est aussi faire en sorte que cette communauté elle puisse être tout le temps informée, accélérer le rythme. Mais si jamais il y a un échec, la douleur, elle est double. Parce que ce lien que vous avez créé avec eux, il est amplifié par cet échec. Le dernier point, il n'était pas prévu, mais c'est le doute. Le doute en tant qu'entrepreneur, c'est horrible. Qu'est-ce que ça fait mal? Combien de fois je me suis senti seul? Combien de fois j'ai pleuré? Combien de fois j'ai vomi? Combien de fois je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que c'est exactement là où je voulais aller? Je suis résilient et je suis là. Ça fait beaucoup d'informations à digérer. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, créer un jeu vidéo, c'est accessible, mais c'est de plus en plus complexe pour pouvoir sortir du lot. Créer une propriété intellectuelle, par contre, c'est un travail qui est fastidieux, mais qui crée un lien qui est extrêmement important et qui va faire en sorte que les gens vont être attachés, comme ils ont été attachés à Harry Potter, comme ils ont été attachés à Game of Thrones, comme ils ont été attachés à Star Wars. C'est l'une des clés. C'est l'une des clés pour exister dans un monde saturé. Cibler un public bien précis, persévérer sans relâche, innover et surtout, soyez audacieux. Soyez audacieux. C'est peut-être ça en fait, être entrepreneur. Dans un monde où le virtuel ne cesse de croître, si on a envie de sortir du lot, peut-être qu'il faudrait revenir aux fondamentaux, le lien émotionnel. En tout cas, c'est l'ambition de ma vie.
C'est ça mon challenge. Créer un pont entre le virtuel et le réel. Et lorsque cette prophétie sera réalisée, lorsque ma vision sera réalisée, vous vous souviendrez de ce moment, de ce TEDx. On était là ensemble. Merci beaucoup pour votre attention.